Latte. Christophe Ondelatte. Je vais vous raconter aujourd'hui une formidable histoire, celle d'une grande aventurière des années 60 et 70, Dian Fossey, qui a consacré une grande partie de sa vie, la quasi-totalité de sa vie active, à la compréhension et à la défense des gorilles des montagnes de la région des Grands Lacs en Afrique. Dian Fossey qui a raconté son combat dans un livre qui est devenu un film, Gorille dans la brume, dont je me suis évidemment beaucoup inspiré pour mon récit. Et pour le débrief de cette histoire, tout à l'heure, j'ai demandé à Pascal Pic de m'accompagner. Bonjour à vous, Pascal Pic. Bonjour, Christophe Ondelatte. Vous êtes paléo-anthropologue, c'est-à-dire que vous vous intéressez à l'évolution de l'homme depuis son origine jusqu'à nos jours. Votre dernier livre chez Odile Jacob s'appelle « Qui va prendre le pouvoir ? Des grands singes, des hommes politiques ou des robots ?» Et vous vous intéressez depuis le début de votre carrière aux grands singes, nos cousins. On aura le temps de refaire une petite leçon tout à l'heure. Les orang-outans, les gorilles, les bonobos et les chimpanzés. Et vous nous direz tout à l'heure quel regard est-ce que vous portez sur le travail de Dian Fossey. Voici donc cette histoire que j'ai écrite avec Emmanuel Denise, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Quand Dian Fossey débarque au début des années 60 dans la région des Grands Lacs, en Afrique, il ne reste plus que 250 gorilles dans les montagnes du massif volcanique des Virunga. 250 survivants qui vivent à plus de 2000 mètres d'altitude dans les montagnes du Zaïre, qu'on appelle aujourd'hui le Congo démocratique, du Rwanda et de l'Ouganda. Traqués, chassés, ils sont condamnés à l'extinction. Quand Dian Fossey quitte le Rwanda 13 ans plus tard, ils sont 500, 2 fois plus nombreux, et aujourd'hui 900. La bataille de leur survie n'est pas encore gagnée, mais dans cette région minée par les guerres, par le braconnage et par la corruption, elle reste jouable. Les gorilles des montagnes sont nos plus proches et nos plus troublants cousins. Ils vont pouvoir continuer à partager avec nous un petit bout de la planète Terre. Et ils doivent beaucoup à Dian Fossey. Beaucoup. La première fois que Dian s'intéresse à eux, c'est en touriste, à la fin de l'été 1963. Elle a 31 ans, elle est alors éducatrice auprès d'enfants handicapés aux États-Unis. Elle voulait être vétérinaire, elle n'a pas réussi le concours. Mais elle est attirée par les animaux sauvages, aimantée. Alors elle casse sa tirelire, elle s'endette à hauteur de 3 années de son maigre salaire et elle s'achète un billet pour Kinshasa, au Zaïre. Et sur place, elle embauche un pisteur et avec 2 photographes animaliers, elle s'enfonce dans la forêt. Et soudain, chut, ne faites plus de bruit. Ne bougez plus. Regardez là. Là. Ils sont là. Face à elle, toute une famille de gorilles. Diane écrit « Je n'oublierai jamais cette première rencontre avec les gorilles. J'entends, je sens avant de voir une puissante odeur musquée, une odeur de basse-cour et en même temps une odeur presque humaine. L'air retentit soudain de cris perçants, suivi d'un bruit de battements rythmés. C'est un énorme mâle à dos argenté qui est caché derrière un rideau de végétation impénétrable. Il se frappe la poitrine. Lentement, Diane sort son appareil photo et sans s'approcher trop près, à travers les feuilles d'un bosquet, elle se met à les photographier. Notamment le plus imposant d'entre eux, le mâle dominant, reconnaissable à son dos argenté, 2 mètres de haut quand il se relève, plus de 200 kilos de muscles. Et pendant des heures, elle observe son manège et celui de toute sa smala, ses femelles et leurs enfants, qui tour à tour font semblant de manger, bâillent, se frappent la poitrine, brisent des branches, avec ce sentiment étrange qu'ils font tout ce cirque à la fois pour intimider l'intruse, car ils ont senti bien sûr qu'elle était là, mais aussi pour attirer son attention. Diane est fascinée, envoûtée. Mais bon, elle est là en touriste, et donc à un moment, elle doit rentrer aux États-Unis. Mais quand elle quitte le sol du Zaïre, elle se fait une promesse. Elle reviendra. C'est sûr, elle reviendra. L'occasion se présente 3 ans plus tard, en 1966.
Dian Fossé va montrer les photos qu'elle a prises là-bas dans les montagnes du Zaïre à l'un des plus grands primatologues américains, le professeur Louis Leakey. Ah ben c'est très bien. Mademoiselle Fossé, c'est très bien. Dites-moi, vous seriez prête à y retourner? À y retourner? Bien sûr, j'en rêve. Pourquoi? Eh bien, je cherche quelqu'un pour ma fondation, pour étudier les gorilles des montagnes. Est-ce que ça vous tente? Ah mais je n'ai aucune formation, je n'ai aucun diplôme. Ça n'est pas grave. Je cherche des gens motivés. Vous m'avez l'air d'une jeune fille très motivée, non? Qu'en dites-vous? Eh bien, je ne sais pas trop. J'imagine que oui. Oui. C'est à ce moment-là que la vie de Dian Fossé bascule. Et celle des gorilles des montagnes aussi. Et cette fois-ci, c'est au Rwanda qu'elle débarque, le 24 septembre 1967. Et elle file tout droit dans ce que les Rwandais appellent le parc naturel des volcans, au nord du pays, une zone protégée de 160 km². Et elle commence par bâtir un campement au milieu de la forêt. Un petit camp qu'elle baptise Karizoke, contraction du nom de 2 montagnes voisines. Une grande tente pour elle, avec son lit, son bureau et sa machine à écrire. Et une autre pour les Rwandais qu'elle a embauché comme assistant. Au début, c'est pas évident, hein. Elle ne parle pas un mot de Kinyarwanda, la langue locale. Et les Rwandais ne parlent pas un mot d'anglais. Alors, ils parlent par gestes. Et Dian se lance à corps perdu dans sa nouvelle tâche, repérer des troupes de gorilles, les observer et rédiger des rapports. Et tout l'enjeu, c'est de s'en approcher. Or, les gorilles sont timides. Quand ils l'entendent arriver à 30 mètres, ils déguerpissent. Ou alors, à l'inverse, ils chargent, parce qu'ils ont peur. La première fois que des gorilles lui foncent dessus, elle est en train de gravir une petite colline, et tout d'un coup, elle entend des cris stridents. Et elle voit 5 gorilles fous furieux dévaler la colline. Je me rendis compte que les gorilles étaient au-dessus de ma tête quand je vis les futaies s'écarter comme au passage d'un tracteur fou qui fonçait directement sur moi. Et là, que faire? Dian se jette à terre et elle prend une position aussi soumise que possible. Les 5 gorilles s'arrêtent au-dessus d'elle. Et pendant une demi-heure, elle ne bouge pas. Et eux, ils ne bougent pas non plus. Une ou 2 fois, elle tente de se redresser un peu, le mâle dominant lui hurle dessus. Alors comment sortir de cette situation de blocage? Dian a une idée géniale. Tout doucement, elle tend son bras et elle attrape une feuille d'arbre et elle se met à la manger. Manière de dire, regardez, je suis comme vous, je mange des feuilles. Eh bien ça marche, les gorilles ne sont pas naturellement agressifs, ils sont juste effrayés. Et Dian en tire une conclusion. Face à un gorille inquiet, il ne faut jamais rester debout. Il ne faut pas se redresser. La station debout, pour un gorille, c'est une position de combat. Il ne faut pas non plus s'enfuir en courant. Ils ne vous lâcheront pas. Et pourtant, quand on les entend grogner, c'est tentant de s'enfuir. Et c'est comme ça que petit à petit, millimètre par millimètre, Dian parvient à s'approcher. 30 mètres, 20 mètres, 10 mètres, 5 mètres. Aucun chercheur n'a jamais été aussi intime avec des gorilles des montagnes. Aucun. Et il lui faut 2 ans et demi pour franchir l'étape suivante. Et un jour de 1970, elle est en train d'observer un groupe, et soudain un jeune gorille, qu'elle a baptisé Peanut, s'approche d'elle, lentement. Et il vient s'asseoir juste à côté d'elle, à moins d'1 mètre, l'air de rien, sans la regarder. Et elle fait semblant de manger des feuilles, comme elle le fait depuis le premier jour. Et la Peanut se met à lui jeter des coups d'œil furtifs. Alors elle s'allonge sur le dos, dans l'herbe, les paumes de main vers le ciel. Et elle le voit qui hésite, pas longtemps,
et qui avance sa main à son tour jusqu'à la toucher. Pas longtemps, il l'a juste effleurée. Et après, il se redresse et il se met à se battre la poitrine avant de rejoindre le groupe. Et tous les soirs de retour au campement, Diane Fossé s'enfonce dans sa tente et elle s'assoit devant sa machine à écrire. Et elle écrit tout ce qu'elle a observé, ressenti pendant la journée. Elle est la première à observer aussi longtemps des groupes de gorilles des montagnes. Elle rédige des articles dans lesquels elle tente de décortiquer la structure sociale des groupes, comment les différents groupes qu'elle croise sont organisés. Par exemple, elle a remarqué que le mâle dominant, avec son dos argenté, est celui qui a le monopole de la reproduction. Il peut y avoir d'autres mâles dans la troupe, mais ils se la mettent sur l'oreille. Les femelles sont réservées aux dominants et rien qu'aux dominants. Les femelles sont classées hiérarchiquement. Le dos argenté a une première femme, une deuxième femme, une troisième femme, etc. Et quand ils croisent d'autres groupes de gorilles, les mâles dominants s'échangent les femelles. Et la femelle, qui n'était que la quatrième femme d'un dos argenté, peut devenir d'un coup la deuxième femme d'un nouveau mâle. Et là, Diane observe quelque chose de tout à fait cruel. Quand un mâle dominant acquiert une nouvelle femelle, il lui arrive de tuer ses petits, les bébés qu'elle a eus avec d'autres gorilles, pour avoir l'exclusivité de sa descendance. C'est tout ça qu'elle décrit, le soir, dans sa tente, dans de longs articles, pour faire avancer la science. Ce qui fait que le temps passant, on commence à parler de Diane Fossé dans les journaux aux États-Unis. Et d'ailleurs, à un moment, elle revient au pays le temps de décrocher un doctorat en zoologie. Et sur place, le Karisoke Research Center, son petit campement, s'agrandit. À la place de la tente qu'elle occupait au début, il y a maintenant une grande cabane de 2 pièces. Et tout autour, d'autres cabanes où vivent ses assistants africains. Et des étudiants américains de plus en plus nombreux qui viennent étudier les gorilles. Diane leur apprend toutes les ficelles, et notamment leur langue. Car en 5 ans, Diane a appris à pousser les mêmes grognements qu'eux, les mêmes petits cris, et ils lui répondent, figurez-vous. Mais il y a autre chose qui mobilise Diane et ses étudiants. Les braconniers, la chasse aux braconniers, qui commence à lui valoir beaucoup d'ennemis. Les braconniers qui chassent des antilopes et qui posent des pièges dans lesquels tombent aussi les gorilles. Et quand par hasard, ils tombent directement sur un gorille, ils le descendent. La tête de gorille empaillée se vend à prix d'or. Et les mains, vous savez ce qu'ils font avec les mains des gorilles? Ils en font des cendriers. Alors comment combattre ces abrutis? Diane, en la matière, n'a pas d'état d'âme. D'abord, elle organise des battues pour récupérer et brûler les pièges. Et puis, elle leur fait peur. Les braconniers rwandais sont nourris de magie noire. Alors, avec ses assistants, elle a acheté des masques d'Halloween. Et quand les braconniers apparaissent, ils surgissent des forêts pour les effrayer. Et en même temps, ils en capturent un chasseur. Et ils le ramènent au campement, et ils l'humilient, et ils le fouettent. Et parfois, ils le barbouillent de crottes de gorille. Et tout ça fait que Diane ne se fait pas que des amis au Rwanda. Les gens du coin la prennent pour une sorcière. Ils l'appellent Nirmashabeli, littéralement la femme qui vit sans homme dans la forêt. Ça les intrigue beaucoup, cette femme qui semble préférer ses gorilles aux hommes. Et pourtant, Diane a eu un amant, un homme. Pas longtemps, elle ne lui consacre que 3 lignes dans son livre, alors qu'elle écrit des chapitres entiers sur sa chienne et sur ses 2 poules. Il s'agit d'un photographe animalier, Bob Campbell, du National Geographic. L'idylle a duré plusieurs mois, mais le joli cœur a fini par comprendre qu'elle ne quitterait jamais ses singes pour lui. Les gorilles sont devenus sa famille. Et d'ailleurs, elle leur a donné à tous des petits noms. Par exemple, le grand mâle à dos argenté, qui dirige le groupe le plus important qu'elle observe, elle l'appelle Uncle Bert, parce qu'elle lui trouve une ressemblance avec son oncle aux États-Unis.
Et dans cette même famille, il y a aussi Petula, Macho, Tiger, Simba et Augustus. Mais son préféré, celui avec lequel elle passe le plus de temps, c'est Digit. Digit, elle le connaît depuis tout petit, quand il pesait moins de 50 kilos. Elle l'a appelé comme ça à cause d'une malformation qu'il a sur les doigts. Et le temps passant, Digit est devenu un grand gorille, pas encore un mâle dominant, mais pas loin. Il aide le patriarche, Uncle Bert, à défendre le groupe. Et surtout, il est très sociable. Dès que Diane s'approche, il vient à sa rencontre. Et il adore qu'elle ramène du monde. Et ça, c'est une découverte qu'elle a faite récemment. Les gorilles pratiquent l'amitié par association. C'est-à-dire que les amis de leurs amis sont leurs amis. Et Digit sait faire la différence entre les hommes et les femmes. Il aime bien jouer, il joue avec tout ce qu'on lui apporte, des carnets de notes, des thermos, des appareils photo, des miroirs, tout ce que vous voulez. Mais du haut de ses 120 kilos, Diane a observé qu'il est plus prévenant avec les femmes et plus rude avec les hommes. Et quand les autorités rwandaises, pour récolter de l'argent, décident d'organiser des safaris, d'emmener des touristes voir les gorilles, c'est lui, Digit, qui prend la pose pour les affiches. Avec ce titre qu'on va retrouver dans toutes les pubs de par le monde, « Venez me voir au Rwanda ». Qu'est-ce que Diane Fossé pense de tout ça? Vous la connaissez un peu maintenant. Elle n'est pas emballée par l'arrivée des touristes, mais elle accepte leur présence, pourvu qu'ils ne soient pas trop nombreux, parce que les touristes, c'est de l'argent. Et l'argent lui permet d'embaucher de plus en plus de gardes. Elle a maintenant à sa disposition une sorte de milice privée, en plus des gardes du parc national, à qui elle ne fait absolument pas confiance. Elle sait qu'ils sont corrompus. Plusieurs fois, elle a vu des bébés gorilles être enlevés pour le compte de riches américains ou de zoos européens, et les gardes et les autorités fermaient les yeux. Du coup, elle a choisi de faire la justice elle-même. Elle appelle ça la protection active. Sur le plan de la défense des gorilles, c'est formidable. Mais vis-à-vis du Rwanda, Diane Fossé est souvent hors la loi. Un jour, par exemple, elle traque un groupe de braconniers dans la forêt. Et elle tombe sur un petit enfant prêt à tirer une flèche sur une antilope. Elle s'approche de lui sur la pointe des pieds, elle se jette sur lui, elle le capture et elle le ramène au camp. Et là, elle fait passer un message aux braconniers. « Je vous rendrai l'enfant si vous me promettez de ne plus mettre un pied dans le parc. » C'est un enlèvement. C'est du kidnapping, c'est rien d'autre. 2 jours plus tard, la famille de l'enfant accepte. Mais ce qu'elle a fait grincer des dents jusqu'à l'ambassade américaine, et même chez les étudiants qui lui servent d'assistants. Diane Fossé ne fait pas l'unanimité, loin de là. Le 1er janvier 1978, dans la soirée, l'un de ses pisteurs rentre au camp tout essoufflé. Diane, le groupe d'Huckelbert et de Digit, on ne sait pas où ils sont. Ils sont introuvables. Dès le lendemain, elle envoie 2 patrouilles à leur recherche, et c'est un étudiant, Jan Raymond, qui tombe sur le cadavre de Digit. On lui a coupé la tête et les mains. Le corps est ramené au camp. Diane est en larmes, elle se penche sur la dépouille de son ami et instantanément, sa douleur se mue en colère. Elle écrit « Je revoyais défiler devant mes yeux toute la vie de Digit depuis le premier instant où je l'avais vue 10 ans plus tôt. Petite boule soyeuse de fourrure noire, je me sentais comme amputé d'une partie de moi-même. » L'assassinat de Digit annonce la fin du séjour de Diane Fossé au Rwanda. Digit est enterré dans le cimetière des gorilles le 2 janvier 1978, à quelques pas du camp. Diane est inconsolable. Elle se met à picoler, à fumer cigarette sur cigarette. Elle est devenue misanthrope au dernier degré. Et 6 mois après la mort de Digit, un matin, un étudiant en panique vient frapper à sa porte. « Diane !
Diane! Diane! Vite! Ils ont tué Huckelbert! Une balle en plein cœur! En menant sa petite enquête, Diane découvre qu'Huckelbert a été tué en défendant un bébé gorille de son groupe. Les braconniers voulaient kidnapper le bébé. Le conservateur du parc les a laissés faire. Sa réaction est terrible. Elle envoie sa milice brûler des cases dans les villages où vivent les braconniers. Elle a dépassé les bornes. Le gouvernement rwandais n'en peut plus. Le gouvernement rwandais n'en veut plus. On ne fait pas justice soi-même dans un pays qui par ailleurs n'est pas le sien. Même l'ambassade américaine ne peut plus la protéger. Alors en 1982, Diane Fossé est priée de quitter le pays. Au revoir madame, vous avez fait un travail formidable, mais vous avez dépassé les bornes. Et donc, Diane rentre aux États-Unis. Elle devient professeure d'université à New York et elle profite de sa célébrité pour courir les plateaux télé et alerter le plus de monde possible sur la disparition des derniers gorilles des montagnes. Elle publie un livre, Gorille dans la brume, qui devient un best-seller mondial dont elle vend les droits à Hollywood pour en faire un film. Mais vous vous en doutez, elle n'a qu'une idée. Elle veut retourner au Rwanda. Elle l'écrit dans son livre. La vie est tout juste supportable, si loin de chez moi, du camp et des animaux. Je vendrai mon âme pour être là-bas, en ce moment. Alors en 1985, elle brave l'interdit et elle retourne à Karizoke après 3 ans d'absence. Quand elle arrive, la situation a beaucoup changé. Le tourisme s'est beaucoup développé et le gouvernement rwandais, qui a compris qu'il y a beaucoup d'argent à gagner, a fait beaucoup d'efforts pour protéger les gorilles. Mais en échange, son centre est devenu un hôtel pour touristes. Et ça, elle a du mal à le supporter. Et puis elle picole, toujours autant. Sa santé petit à petit se dégrade, elle sort de moins en moins pour aller voir les gorilles. Et elle dit un jour à un de ses rares amis, « Je me sens menacé. Je pense qu'on cherche à se débarrasser de moi. » Paranoïa ? Non. Le 27 décembre 1985, on retrouve le corps de Diane Fossé dans sa cabane. Elle a été massacrée à la machette. Par qui ? On ne le saura jamais. Diane Fossé est enterrée dans le cimetière des gorilles, aux côtés de son amie Digit. Elle avait 53 ans. Grâce à elle, la population de gorilles des montagnes a doublé. À sa mort, ils sont 500 à évoluer dans les massifs des Virunga. Ils sont aujourd'hui 900. Les gorilles sont la seule espèce de grands singes à avoir vu leur population augmenter au cours des dernières décennies. Et c'est grâce à Diane Fossé, mais pas que. C'est aussi grâce au gouvernement rwandais qui a fait le choix d'un tourisme très limité et donc très haut de gamme. Si vous voulez aller voir les gorilles du Rwanda, 1 ou 2 heures depuis le parc national des volcans, il faut aujourd'hui un permis. Un permis qui vaut, tenez-vous bien, 1 300 € pour une visite. Le nombre de visiteurs est volontairement limité à quelques dizaines par jour. C'est le prix de la préservation des gorilles dans leur habitat pour leur bonheur, et pas le nôtre. Voilà pour cette histoire que je vais décrypter maintenant avec Pascal Pic, qui est, je le rappelle, paléo-anthropologue, qui vient d'écrire « Qui va prendre le pouvoir des grands singes, des hommes politiques ou des robots ?» Pascal Pic, vous vous intéressez, donc c'est ça votre métier, la paléo-anthropologie, à l'évolution de l'homme. Il n'est pas forcément évident de s'intéresser aux grands singes. Vous êtes un des rares paléo-anthropologues à doubler votre activité par un intérêt sur les grands singes. Alors un peu moins maintenant, parce qu'effectivement, les connaissances sur les grands singes, grâce à Diane Fossé, mais aussi, on va citer Jane Goodall, qui est toujours parmi nous. On racontera son histoire un jour. Et également Berthe Gallicas. Et ces 3 femmes de la même génération, on les appelait les 3 anges de Leakey, de Louis Leakey, que vous avez évoqué, oui. Très grand paléontologue. C'est qu'en définitive, pendant longtemps, et malgré les écrits de Darwin,
on avait refusé de voir que nos origines étaient africaines. Et comment Charles Darwin, en 1871, en arrive à cette idée-là, qui est complètement validée aujourd'hui, c'est qu'il se dit que les espèces les plus proches de l'homme dans la nature actuelle sont les chimpanzés et les gorilles. Et que par conséquent, notre ancêtre commun devrait être là-bas. Et tout ça va commencer à la fin des années 50. Mais il y avait un préalable déjà. En Afrique du Sud, là où on découvre les Australopithèques en 1924, monsieur Raymond Dart, qui est un très très grand paléoanthropologue, c'est lui qui va fonder la paléanthropologie africaine, déjà avait eu l'idée dans les années 1930-1940 d'aller étudier les grands singes en nature, on connaissait rien. Et avant... Donc là, il faut attendre la Seconde Guerre mondiale, et c'est effectivement dans les années 50, grâce aux travaux de Louis Leakey, qui va trouver d'autres australopithèques pour la première fois en Afrique de l'Est, qui va rencontrer ces 3 femmes dans les colloques, comme vous l'avez très bien dit, et les inciter à aller étudier cela. Alors après cela... Parce que à partir de quand est-ce qu'on a connaissance de l'existence des gorilles sur la planète Terre? Assez tard. Ah, écoutez, c'est une histoire absolument mythique, c'est extraordinaire, parce que le terme de gorille vient de gorilli, qui est un vieux carthaginois de l'époque de Rome. L'amiral Hamon était le seul qui était capable de passer, les marins carthaginois étaient des Phéniciens auparavant, ils étaient les seuls à passer entre les colonnes d'Hercule, le détroit de Gibraltar. Ils ont été les premiers à explorer les côtes de l'Afrique occidentale, et là, ils ont tué des hommes velus, ce qui veut dire gorilles. Donc ils avaient ramené des peaux, c'était certainement des chimpanzés, mais en tout cas peut-être des gorilles, il y en avait il y a fort longtemps là-bas. Dans quelle année? On est en 400-500 avant Jésus-Christ. Et donc ces peaux vont être détruites avec le saccage de Carthage. Et ensuite l'aventure va recommencer avec ces grands singes au moment des grands voyages, notamment avec les Portugais, les Anglais, etc. On va commencer à trouver des chimpanzés, des bonobos, les termes sont très indécis. Et le dernier grand singe qui va être découvert par l'Occident, ce seront les gorilles dans les années 1860. Pas avant. Pas avant. Et le grand Thomas Huxley, l'immense Thomas Huxley, le grand-père d'Aldous et de Jane Huxley dira, voilà quelle merveilleuse histoire, le premier nommé donc, et le dernier découvert. Et l'aventure, en fait, de la découverte des gorilles, c'est un Franco-américain, Paul Belloni du Chaillu, qui était né à La Réunion, qui va s'engager sur le fleuve Gambie, parce que les Occidentaux ne rentraient pas sur les terres d'Afrique à cause de la fièvre jaune. Il faut savoir qu'en fait, ce n'est qu'après 1885, avec le traité de Berlin, que les Occidentaux vont commencer la colonisation. Donc on ne connaissait pas l'intérieur de terre, et donc ce Paul Belloni du Chaillu, cet aventurier, va rentrer le long du fleuve Gambie, et il va rencontrer un pasteur, un missionnaire. Il est dans cette hutte, et là il avise un crâne énorme avec de grandes canines. Et il demande, mais c'est quoi? Et il lui dit, voilà, c'est ce qu'on appelle les gorilles. Enfin, c'est pas le terme qu'on donnera dans la langue vernaculaire. Et c'est comme ça que va naître cette légende, puisque Paul Belloni du Chaillu va être le premier dans les années 1860 à observer les gorilles, à en tuer un ou deux, et un cadavre partira en bateau vers Boston, et c'est là qu'il prendra le nom de Gorilla Goria, le nom d'aujourd'hui, et un autre arrivera à Paris, et c'est là que le grand naturaliste Geoffroy Saint-Hilaire va reprendre le nom officiel de Gorilla Goria. Voilà. Donc c'est en 1960, il est le dernier découvert. Et toute la légende de King Kong par les films vient de cette histoire de Paul Belloni du Chaillu. Mais il faut attendre les années 50. Avant Dian Fossey, il y aura Georges Chalère, mais il est très clair qu'on n'avait pas d'études vraiment sur les gorilles avant l'arrivée de Dian Fossey. Alors Pascal Pic, on dit toujours des bêtises, je sais que vous êtes un formidable pédagogue, le gorille n'est pas notre ancêtre. Mais nous avons des ancêtres en commun avec le gorille. C'est exact. L'homme ne descend pas du singe ni d'un grand singe. Toutes les espèces qui nous entourent, comme les plus proches, c'est-à-dire gorilles, bonobos, chimpanzés et orang-outans, mais eux sont en Asie, sont des espèces récentes, comme nous. L'homme d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui, et c'est pareil pour eux. C'est-à-dire que eux aussi, ils ont leur évolution. Bien sûr. On s'est séparé de la lignée des gorilles vers 9 millions d'années. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas de fossiles, parce que la survie, si je peux dire entre guillemets, la préservation d'un cadavre ou d'un corps dans les forêts tropicales, c'est très compliqué. Ils sont décomposés, ils sont pas ensevelis. Donc nous n'avons pas de traces de notre ancêtre commun. Alors, c'est peut-être autour de Toumaï, le fossile qui a été découvert au Tchad, qui est très proche. On en a en Éthiopie, comme Ardipithecus. Donc, on a quelques fossiles entre 6-7 millions d'années. Mais là, c'est près de l'ancêtre commun des hommes et des chimpanzés. Pour les gorilles, c'est plus tôt. C'est-à-dire que les gorilles se sont séparés de la lignée des hommes et des chimpanzés il y a 9 à 10 millions d'années. Mais là, on n'a pas de fossiles. C'est grâce à l'ADN qu'on est capable d'évaluer ce genre d'arbre de parenté. Donc, en fait, quand vous avez dit cousins, ça tombe très bien, parce que les chimpanzés sont nos frères, et les gorilles sont nos cousins, mais aussi bien les cousins de nous
Que des Donc les chimpanzés. plus proches de nous, ce sont les chimpanzés. C'est les chimpanzés et les bonobos. Et les bonobos. Absolument. Les gorilles se sont séparés Avant. de nous bien avant. Vers 9 millions d'années. Vous dites, ils ont, comme nous avons, nous, une évolution physiologique, psychique, etc. Ils ont leur propre évolution. Bien sûr, chaque espèce a une histoire unique jusqu'à ce qu'on rencontre nos ancêtres communs. À partir de là, évidemment, le tronc est partagé. Voilà. Alors, aujourd'hui, et ça a été la révolution des années 60. Dans les années 60, il y a deux grandes révolutions, enfin trois en fait. La découverte des australopithèques et des hommes les plus anciens en Afrique. La deuxième est celle que vous avez évoquée avec la connaissance des grands singes et de leur comportement. Donc gorilles, bonobos, c'est un peu plus tard, mais également chimpanzés. Et puis la troisième révolution, c'est celle évidemment de la génétique qui nous permet de faire des comparaisons et des arbres de parenté. Et les trois ensemble ont permis de reconstituer depuis 30 ans l'arbre de parenté entre nous les grands singes et notre évolution. Alors, on voit que Dian Fossé a une obsession qui est un peu agaçante, s'approcher, les toucher. Et on voit beaucoup de photos, les gens pourront aller voir sur Internet, de Dian Fossé qui joue contre joue avec des gorilles, qui est au milieu d'une troupe de gorilles. Elle est allée jusqu'à vivre au milieu d'eux. C'est contestable, ça, quand même, parce que scientifiquement, ça n'a pas d'intérêt, c'est de l'anthropomorphisme pur. Oui, mais c'est les prendre pour ce qu'ils sont pas. Je suis d'accord avec vous, mais vous savez, les héritiers de grandes pionnières ou de grands pionniers scientifiques ont quand même mauvaise presse à critiquer les méthodes d'aujourd'hui qu'ils n'auraient pas pu mettre en place sans qu'il y ait eu ces pionniers. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc au départ, effectivement, tous les pionniers sont des gens qui ouvrent de nouveaux champs. Et puis attendez, Jane Goodall le dira, les conditions d'observation et de vie autour des chimpanzés en Tanzanie pour Jane Goodall étaient très dures. Elle est allée rendre visite, Jane Goodall, à Dian Fossé, et elle a dit là-haut, il fait froid. Là-haut, c'est très dur. Dian Fossé était toute seule. Donc, qu'on ait besoin d'avoir de contact, nous sommes des tactiles comme les grands singes, ça peut se comprendre. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Mais attendez, à l'époque, qui aurait pu faire mieux? Et là, vous l'avez très bien dit à propos de Digit, et c'était la même aventure pour Jane Goodall, il faut, pour rentrer dans ces troupes, un ambassadeur, une ambassadrice. Ça a été Digit pour Jane Goodall, toujours des adolescents d'ailleurs, au moment où ils sont adolescents, bien sûr. Et Fifi, une femelle pour Jane Goodall. Et Jane Goodall le dira, elle a eu des contacts physiques aussi avec ces chimpanzés. Et vous savez quoi, les chimpanzés ont vite appris qu'ils étaient plus forts que les hommes. Et elle dira, c'est une grande erreur que j'ai commise. Alors aujourd'hui, les protocoles d'observation et même de nouvelles technologies permettent de maintenir cette distance. Mais attendez, on ne savait pas du tout au départ. C'était pas une terre inconnue, c'était vraiment une autre humanité et d'autres contacts qui permettent de comprendre. Aujourd'hui, a posteriori, on peut dire que c'est des erreurs, mais sans ces erreurs-là, on n'aurait jamais avancé sur ces études. Et d'ailleurs, on précise qu'au Rwanda actuellement, il y a des troupes qui sont accessibles aux touristes, oui, et d'autres qui sont interdites aux touristes. Oui, il y a des troupes de gorilles qui n'ont jamais vu d'êtres humains de près, qui sont maintenus à distance et observés pour la recherche. D'une part, d'abord pour les touristes, mais aussi pour protéger les gorilles, parce que comme nous sommes très proches, nous pouvons nous transmettre les maladies dans les deux sens. Oui. Est-ce qu'ils nous reconnaissent comme leurs cousins ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sentent cette proximité que nous avons avec eux? Difficile à dire, on n'est pas dans la tête d'un gorille, mais il est très clair qu'en effet, lorsque là, ce sont plutôt des études de laboratoire, notamment sur les études sur le langage, la reconnaissance d'images, etc. Alors, ça a été fait aussi avec des gorilles. Alors ça, c'est pas sur le terrain, mais c'est tout à fait possible. Donc je vous dis ce que l'on connaît. On donne des photographies à des chimpanzés, mais on a fait pareil avec des gorilles, dans lesquelles ou sur lesquelles il y a des hommes, des femmes, des individus qui connaissent des gorilles, d'autres gorilles, etc. Et vous savez ce qu'ils font? On leur demande, mais les hommes d'un côté, mais les animaux de l'autre. Oui. Eh bien, quand ils voient un gorille qu'ils connaissent pas, ils le mettent du côté des animaux. Quand ils voient un homme qu'ils connaissent pas, ils mettent ou une femme du côté des animaux. Quand ils voient un gorille qu'ils connaissent, ou leur propre photographie, ou des humains qu'ils connaissent, ils les mettent du côté des humains. Donc c'était la construction d'une véritable relation. C'est bien intéressant. Alors ce qu'on voit dans la description que fait Dian Fossé du fonctionnement des gorilles, c'est que ce qui est la clé de tout, semble-t-il, c'est le mâle dominant. Le mâle dominant fait ce qu'il veut, y compris tuer les bébés des femelles qu'il prend sous sa coupe pour être certain qu'il n'y ait pas de bébés qui proviennent d'autres mâles que lui-même. Est-ce que l'homme, au fond, aujourd'hui, à travers tout ce qu'on vient de vivre cette année, MeToo, Balance ton porc, n'est pas travaillé par ce cousinage avec le gorille? Est-ce que l'homme, au fond, n'a pas gardé du gorille cette brutalité, cette rusticité pour partie? Justement non, le gorille n'est pas comme cela. Dian Fossé, ce que vous avez dit est tout à fait vrai. En fait,
ce sont C'est les conséquences que j'en sais qui sont pas des justes. structures de harem. C'est-à-dire, il y a un mâle et plusieurs femelles. Il peut y avoir plusieurs mâles, comme vous l'avez dit, mais dans ce cas-là, ce sont 2 frères ou un mâle dominant et son fils. Donc, mais en général, c'est un mâle et plusieurs femelles. Or, chez les gorilles, ce sont les femelles qui choisissent d'entrer dans un harem. Quand des harems se rencontrent, les mâles parades, ils jouent vraiment les machos là, et les femelles peuvent choisir, comme vous l'avez très bien dit, de changer. Là, il n'y a pas de violence. Et les gorilles sont extraordinairement pacifiques. Par contre, en effet, quand un mâle solitaire ou plus ou moins solitaire décide d'accaparer un harem, là, il y a des combats extrêmement violents. Et si le mâle entrant gagne, donc, et tue celui qui était résident ou le chasse, là, la première chose qu'il va faire, c'est de tuer les petits qui ne sont pas sevrés. D'accord ? De telle sorte que, ça ils le savent pas, mais les femelles vont cesser l'allaitement et donc vont reprendre donc une ovulation. Et ça, c'est général chez toutes les espèces dans lesquelles il y a des harems. Sinon, pour le reste du temps, les gorilles sont extraordinairement pacifique. Et elle le dit très bien, et vous l'avez très bien cité, lorsque quelqu'un arrive, eh bien, le mâle dominant va arriver, il va faire un tapage, il va taper sur ses pectoraux, etc. Et là, c'est l'impression, mais en fait, il est extrêmement rare qu'il se mette vraiment à attaquer et agresser. Donc, en définitive, sous ces aspects très impressionnants, je vous l'accorde, les gorilles sont extrêmement pacifiques, notamment vis-à-vis des femelles. Par contre, les chimpanzés, eux, sont beaucoup plus violents. Et je ne veux pas être très gentil par rapport à... Alors, c'est pas Garo Gorille, c'est Garo Weinstein, si je puis dire. C'est que, en fait, en comparant les mœurs entre les mâles et les femelles chez les grands singes dans l'espèce humaine, l'espèce la plus violente, ce sont les humains. Nous sommes très violents vis-à-vis de nos femelles, qui sont les femmes. Mais ma question était jusqu'à quel point sommes-nous travaillés par ça que nous avons en commun? Oui, on fait des transferts, oui, Voilà. aux espèces de justifications. C'est à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va pas mal et que nous dénonçons dans les mœurs qui vont de travers dans l'espèce humaine, on dit c'est notre animalité, c'est nos origines. Or, on s'aperçoit que... Est-ce que c'est irréductible, ça? Non, pas du tout. Ce sont des faits souvent sociaux et culturels. C'est pas dans les gènes. Et donc, chez les bonobos, qui partagent les mêmes gènes quasiment que nous, les chimpanzés, chez les bonobos, les femelles sont plus ou moins dominantes. Il y a très peu de violence. Les chimpanzés sont assez violents. Les hommes sont plus violents. Les gorilles, à part cette histoire d'infanticide, on ne connaît pas de cas de gorille qui ait tué une femelle, par exemple. Diane Fossé, pardon. Oui. Diane Fossé nous laisse un petit goût dans la. On a du mal à la prendre pour une héroïne parce qu'elle a eu un comportement très colonialiste tout de même au Rwanda. Il était intéressant de faire évoluer les Rwandais, de là à les capturer, à les fouetter, à les humilier, à brûler leurs cases. Elle n'a pas pu comprendre ou pas voulu comprendre qu'un Rwandais qui a faim peut juger légitime de tuer un bébé gorille ou de capturer un bébé gorille. En l'occurrence, vous l'avez dit très bien dit, c'est pas qu'on a faim, ce sont des trafics de braconniers avec les têtes, les mains, parce qu'ils n'aiment pas la viande de brousse. Hein. Ça peut arriver, mais c'était pas le cas. Mais en l'occurrence, elle nous laisse une gêne quand même sur une partie bien de sûr, son mais tout le monde action. était. Mais attendez, tous ceux qui connaissent bien cette histoire, par-delà votre récit qui est déjà assez complet, sont extrêmement mal à l'aise par rapport à cela. Et aujourd'hui, en effet, je me permets de citer 2 grandes françaises, parce que nous avons de grandes éthologues françaises. Une dame qui est décédée il y a peu de temps, qui s'appelait Annie Gauthier, qui était à l'université de Rennes et qui a fait une très belle exposition sur les gorilles, qui m'avait invité à participer avec elle. Donc nous avons aussi une Diane Fossé française. Et aujourd'hui, nous avons une professeure qui s'appelle Sabrina Krief. Pourquoi j'en parle? Parce que Jane Goodall, Sabrina Krief et tous les autres aujourd'hui, plutôt que d'entrer en conflit avec les populations locales, effectivement, essaient de comprendre les problèmes et par l'éducation, par la compréhension, les incitations économiques avec le tourisme. Aujourd'hui, effectivement, c'est une co-construction intelligente avec les institutions locales, les chasseurs, les ethnies. Et si on arrive à amener tout le monde dans ce consensus, auquel cas, on y arrive. Donc, ne pas rentrer dans un conflit, mais de trouver une collaboration réelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes quand même sous-jacents. Ça existe, mais c'est comme ça qu'on travaille. Donc, Diane Fossé était une héroïne, mais qui avait aussi ses passions, et comme tous les héros, qui avait ses défauts. Et malheureusement, c'est ça qui nous met un petit peu mal à l'aise, mais c'est une très, très, très grande dame. On racontera un jour l'histoire de Goodall, Jane Goodall, bien sûr. Et vous reviendrez. Avec bonheur. Parce qu'avec vous, on n'a jamais assez de temps. Votre dernier livre s'appelle « Qui va prendre le pouvoir? Les grands singes, les hommes politiques ou les robots ?» Il est paru au tout début de cette année chez Odile Jacob. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.